Berger. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Dans quelques instants, la réunion va démarrer à l'Élysée. Vous allez quitter cette interview pour vous y rendre. Emmanuel Macron reçoit Elisabeth Borne et les chefs des différents groupes parlementaires. Quel est l'objectif de la réunion? Compter les votes DLR, savoir si vous allez avoir une majorité ou pas à l'Assemblée? Moi, ma conviction, c'est qu'on doit aller au vote. Ma conviction, c'est que les Français souhaitent de la clarté sur cette réforme et souhaitent donc de la transparence et que chacun dise en conscience, en responsabilité, en cohérence, s'il vote pour ou s'il vote contre la réforme. Cette réforme, on a souhaité prendre du temps, on a souhaité dialoguer, on a souhaité concerter, elle a évolué. Du temps, il y avait il y a quand même un temps très restreint à l'Assemblée et au Sénat. Mais qu'il y a un temps de discussion, vous savez, il a été plus long que sur la réforme Evert et la réforme Touraine. Il y avait plus de 73 heures de débat à l'Assemblée, plus d'une centaine d'heures de débat au Sénat. Mais on a pris le temps en amont d'un dialogue. Vous avez bien vu qu'entre la copie, présentée par le candidat président de la République et ce qui est soumis au vote des parlementaires aujourd'hui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué, mais donc ça veut dire qu'on a pris en compte un certain nombre des demandes et des partenaires sociaux, quoi qu'ils en disent. C'est la réalité. C'est la réalité. Bah oui, mais parce que la seule chose pour eux, c'était la question de la mesure d'âge. Donc oui, en effet, une réforme des retraites, c'est une réforme d'effort et c'est une réforme qui demande de travailler un peu plus longtemps. J'en reviens à ma question. Est-ce que vous avez assez de voix pour faire voter cette réforme des retraites? Et est-ce que vous allez dire ça au président? Il faut aller au vote. Il ne faut pas faire le 49-3. Moi, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que le groupe parlementaire lui a dit, et je pense qu'il entend évidemment cette demande importante des députés et de sa majorité. C'est lui qui décidera au dernier recours, en dernier ressort, et c'est naturel que ce soit le chef de l'État et la Première ministre qui décident. Moi, je suis persuadée que si on va au vote, on aura une majorité pour voter cette réforme. À la fois parce que vous avez les trois blocs de la majorité qui seront soudés, qu'il n'y a pas une voix de notre groupe qui manquera pour voter cette réforme, mais aussi parce qu'il y a un enjeu de cohérence majeur. Un enjeu de cohérence pour les Républicains, pour la droite française, qui a dit clairement qu'elle souhaitait depuis des années une réforme des retraites et qui ne peut pas aujourd'hui dire que cette réforme ne serait pas bonne alors qu'ils l'ont appelée de leur vœu, qu'ils l'avaient soutenue pendant la présidentielle et qu'elle a, si on est très honnête, évoluer aussi du fait de leurs demandes et de leurs propositions. Alors, on entend beaucoup que le président dit qu'il faut savoir prendre son risque, c'est-à-dire qu'il serait plutôt favorable au passage au vote plutôt que 49-3. En même temps, c'est une forme de chantage sur les Républicains. Vous leur dites attention, parce que si ça passe pas, le président peut faire une dissolution de l'Assemblée. C'est du chantage ou pas? Non, c'est une clarification. C'est-à-dire tout le monde comprend que si nous décidons de passer au vote cet après-midi et que celles et ceux qui nous ont dit pendant des mois, si on travaille ensemble, si on dialogue, si on concerte, si le texte évolue, alors nous voterons le texte et que finalement à la fin, ils calent, qu'ils ne votent pas, qu'il n'y a donc pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y a une nécessité de clarification. Et la seule clarification à laquelle le président de la République peut procéder, c'est une dissolution parce que ça renvoie tout le monde devant les Français et c'est eux qui, en dernier recours, en dernier ressort, décideront. Donc moi, je pense profondément que pour la clarté de cette réforme qui est essentielle pour l'avenir du pays et qu'il faut voter, je pense qu'on a intérêt à ce qu'il y ait un vote et que chacun sache ce que son député a fait. Je pense que ça, c'est important. Et je pense que pour la clarté de la droite française aussi, ils doivent voter. Et je pense, honnêtement en conscience, qu'ils voteront pour cette réforme. Si, évidemment, cette réforme ne passe pas au vote, le sort d'Elisabeth Borne est scellé. Le soldat Borne sera démis de ses fonctions. Je ne le crois pas et je ne l'espère pas parce que je crois... Si le vote n'est pas effectué. Moi, je vous donne ma conviction de députée, de présidente de groupe. On a de la chance d'avoir Elisabeth Borne en Première ministre. J'en suis intimement convaincue parce que je travaille au quotidien avec elle. Et je vois sa solidité, je vois le sens de l'État qui est le sien, je vois la capacité qu'elle a à faire passer des intérêts qui ne sont pas d'abord les siens, en vérité, mais d'abord ceux du pays. Et c'est ce qu'elle a fait sur cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'elle serait prête à se sacrifier, à dire OK, on passe au 49-3, quitte à ce que moi, je ne veux pas évoquer ce chiffre parce que je crois qu'on doit passer au vote et qu'on va passer au vote et qu'on aura une majorité si on le fait. Ce que je vous dis, c'est ma conviction qui est très partagée au sein de mon groupe parlementaire et de la majorité, qui est qu'on a de la chance que ce soit elle notre Première ministre. Donc tout va se jouer cet après-midi, au dernier moment, quand vous serez dans l'hémicycle. Comme toujours, quand il y a un vote. Le texte va être commencé à étudier. Comme toujours, à la fin, le Parlement est souverain. Et encore une fois, moi je vous dis ma conviction sur la justesse et la nécessité d'un vote et le fait que si on passe au vote, une majorité se dégagera. Accessoirement, si vous passez au vote, les partenaires sociaux, certains d'entre eux, en tout cas Laurent Berger de la CFDT, a dit qu'il respecterait le vote de l'Assemblée. En revanche, il n'a pas dit ce qu'il ferait si c'était un 49-3. Il a dit que c'était dangereux. Ça aussi, c'est important pour la suite du quinquennat. Mais encore une fois, la réforme des retraites, c'est pas la grande réforme du quinquennat.
Mais c'est une réforme qui est indispensable pour permettre les autres. C'est une réforme qui est indispensable pour financer notre régime de retraite, pour financer les retraites actuelles qui sont payées et les retraites futures, pour financer des droits nouveaux qu'on est en train de créer, pour les femmes, qu'on est en train de créer pour les emplois aidés qui avaient été initiés à l'époque, pour les apprentis, pour les stagiaires, pour ceux qui ont commencé tôt, mais surtout pour parler de ce qui intéresse profondément les Français, leur rapport au travail, la rémunération de ce travail, comment on fait pour l'améliorer, pour la renforcer, pour mieux renforcer la prévention dans notre pays. Donc cette réforme, encore une fois, on a besoin qu'elle soit adoptée, pas parce que il faudrait qu'on ait raison. À la fin, c'est pas ça le sujet. Envoyer un signal au marché financier. Aussi, mais aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, les Français doivent bien avoir conscience quand même de l'impact que ça a quand on prend des engagements au niveau européen, quand on prend des engagements sur les marchés. Si on ne les tient pas, à la fin, c'est aussi les Français qui peuvent trinquer parce que c'est la crédibilité de la France qui est en jeu et parce que c'est demain les taux d'intérêt pour ceux qui veulent emprunter qui peuvent augmenter. Ça, c'est une réalité économique, alors qui est en effet pas la plus palpable immédiatement, mais malheureusement que les Français peuvent ressentir. Donc vraiment, je le dis, c'est pas la grande réforme, mais c'est la réforme indispensable pour permettre que les autres existent, notamment celle du travail, parce que c'est ça dont on nous parle en vérité. C'est la relation qu'on a au travail dans notre société, c'est la rémunération du travail, et puis après les progrès qu'on doit porter dans notre société. Je pense notamment à l'école et à la santé. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse, on est d'accord. Il faut que ça passe. Bon, vous avez déjà misé sur un essoufflement de la mobilisation. Vous vous dites, bon voilà, il y avait un peu moins de monde dans les rues hier, il y en aura encore un peu moins si ça continue. Je crois qu'au-delà de la mobilisation, parce que je peux comprendre encore une fois qu'il y ait un certain nombre de Français, même des millions de Français, qui se disent on est en train de nous demander un effort, pourquoi c'est à nous de réaliser cet effort. Donc ça, je l'entends, et à partir du moment où c'est une réforme d'effort, forcément, elle suscite des doutes, des inquiétudes et de la colère. Moi, mon sujet, c'est l'après. Parce qu'à un moment, il y aura un après-réforme des retraites, quoi qu'il arrive. Et donc cet après, il faut faire en sorte qu'il ne laisse pas un goût amer en fait aux Français, qu'il n'y ait pas du ressentiment, parce qu'on sait ceux qui prospèrent sur le ressentiment des Français. Vous le savez parfaitement, Aurore Bergé. Mais c'est pour ça que il y a beaucoup de ressentiment dans la société française. Je le sais, mais c'est pour ça que nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce ressentiment, il ne s'aggrave pas, il n'augmente pas, il ne prospère pas. Et donc encore une fois, on dise bien aux Français, cette réforme-là, il y aura un après, et cet après-là, il faut qu'on le construise ensemble, y compris avec les partenaires sociaux. Et en effet, je crois à des partenaires sociaux qui sont légitimistes, et si une réforme est adoptée, pour beaucoup d'entre eux, notamment la CFDT, ils disent évidemment, si une réforme est adoptée, alors on doit passer ensemble à une autre phase. Et on comprend que tout ça ne fonctionne pas si vous brutalisez l'Assemblée avec le 49.3. Un tout petit mot des mobilisations. Il y a toujours les éboueurs à Paris qui sont en grève. La mairie de Paris, Anne Hidalgo, soutient la grève, a indiqué ne pas donner suite à la demande de réquisition d'éboueurs grévistes formulée par Gérald Darmanin. C'est une attitude que vous jugez comment ? Je juge irresponsable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'on a des tonnes et des tonnes de déchets qui sont en train de s'amonceler dans Paris, au-delà de l'image désastreuse que ça renvoie de la capitale, parce que Paris, c'est quand même l'image de la France à la fin qui est renvoyée. C'est des commerçants qui doivent fermer, qui doivent tirer le rideau parce qu'ils ne peuvent plus travailler, nos bouchers, nos poissonniers, ils ont déjà suffisamment souffert qu'on a eu notamment les gilets jaunes, c'est des restaurateurs qui ne peuvent plus travailler. Là aussi, je crois que la crise du Covid les avait déjà brutalisés. Donc on doit à un moment garantir la salubrité publique quand on est maire et donc prendre les dispositions qui s'imposent. Et les dispositions qui s'imposent, c'est évidemment la réquisition pour faire en sorte tout simplement que les Parisiens, et c'est le cas aussi dans d'autres villes, n'aient pas à subir et à vivre dans des tonnes de déchets au quotidien. Laurent Berger dit comment est-ce que vous allez faire ? Il faut 3000 personnes à Paris pour la collecte des ordures. Vous allez on a déjà des chercher un par un différences chez entre eux des marchés publics et des entreprises privées. On a vu que dans certains arrondissements, parce que c'était des entreprises privées, des solutions avaient été trouvées, que des salariés venaient parfois d'autres départements pour permettre justement que ces déchets puissent être supprimés. Et après, la question de fond, c'est une question de justice vis-à-vis de celles et ceux qui travaillent, qui sont en première ligne, ces éboueurs. L'idée n'est pas de dire qu'ils n'ont pas un métier pénible, ils ont un métier pénible. Mais c'est bien la raison pour laquelle eux, ils ne seront pas concernés par les 64 ans. Aucun éboueur, évidemment, ne partira à 64 ans. Mais ils ont quand même 2 ans de plus. On va tous travailler un peu plus. 57 ans, ça sera. On va tous travailler un peu plus. Mais entre les Français qui travailleront au minimum jusqu'à 64 ans et ceux qui partiront à 59 ans, un fonds d'1 milliard d'euros sur la prévention. Et notre enjeu, c'est quoi ? Les éboueurs, c'est un métier qui est extrêmement pénible. Vous ne faites pas ça 40 ou 43 ans dans votre vie. La responsabilité de la société, c'est de faire en sorte que vous puissiez évoluer et que peut-être à 45 ou 50 ans, on puisse vous donner d'autres perspectives, d'autres métiers,
d'autres formations, parce qu'en effet, même à 50 ans, même à 55 ans, si vous êtes encore éboueur, je pense que vous avez un métier qui est tellement pénible que vous n'arrivez pas en bon état au moment de la retraite. Donc ça, c'est notre responsabilité aussi. Mais la responsabilité de la maire de Paris, c'est d'assurer la gestion de sa ville et d'assurer la salubrité publique dans sa ville. Tout ça pour ça. Est-ce que vous êtes sûr que cette réforme en valait la peine, que l'équilibre financier, budgétaire de cette réforme sera au rendez-vous finalement, vu les concessions que vous avez faites, notamment aux Républicains, sur l'emploi des seniors, je pense au CDI seniors, que Éric Woerth chiffrait hier soir dans Punchline à 100 millions d'euros, alors que vous aviez parlé de 800 millions d'euros. Est-ce que c'est une réforme qui est très redistributive ? C'est vrai. On fait 18 milliards d'économies et on redistribue par des droits sociaux nouveaux, des avancées sociales, un tiers de cette réforme. Mais ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui sont consacrés au financement de notre régime. Et à un moment, si on n'a pas ces 2 tiers-là, si on n'a pas ces 18 milliards d'euros d'économies, alors on ne sait plus financer nos retraites, ou alors il y a d'autres solutions. Et encore une fois, il faut être honnête avec les Français. C'est soit baisser les pensions des retraités, qui sont les retraités actuels, là où nous, on les a augmentés avec l'inflation, et on souhaite augmenter la retraite minimale, c'est-à-dire 2 millions de Français qui vont quand même vivre plus dignement à la retraite par rapport à la situation actuelle, ou c'est augmenter les impôts. Il n'y a pas de solution miracle à un moment pour réussir dans un système déficitaire à continuer à faire payer. La seule solution pour nous qui est la plus juste, c'est qu'en effet, on travaille tous un peu plus longtemps. J'aimerais terminer, avant de vous laisser filer à l'Élysée, par une séquence que vous avez vécue douloureusement il y a une dizaine de jours à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, où des députés de la France Insoumise ou des Verts, je pense à Mesdames Obono et Rousseau, vous ont invectivé lors d'une de vos interventions, où vous défendiez une proposition de loi visant à rendre inéligibles les élus condamnés pour violence. C'est évidemment Adrien Quatennens qui était visé. Je vous propose juste de regarder cette séquence et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. Parce que Madame Obono, je sais Madame de quoi Obono, je ça parle. suffit, s'il vous plaît, vous arrêtez d'interpeller Madame la rapporteure. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Aurore Berger, avec le recul, comment est-ce que vous jugez la violence dont vous avez été victime de la part d'autres femmes qui se prétendent des féministes, alors que vous étiez en train de confesser que vous avez été victime de violences conjugales? J'ai eu beaucoup de mal à revoir ces images, pour Pourquoi être très honnête. Parce que c'est un moment difficile que j'ai vécu, tout simplement. Et je n'avais pas vocation à dire ça. Mais on est dans un hémicycle qui a profondément changé de nature et où on a l'impression parfois qu'il y a à la fois plus de dignité, mais aussi plus d'humanité qui peut exister. Et de la sororité, la fameuse sororité que pas ce mot-là, les mais féministes défendent. quand on est élu, on devrait avoir cette part à la fois de dignité par rapport à la fonction qui est la nôtre et aussi d'humanité. Parce que normalement, c'est ça qui guide le fait qu'on veut être des élus. Et ce qui était totalement insupportable pour moi dans cette séquence, c'est à la fois de voir celles et ceux, et surtout celles, parce que la violence, elle était d'autant plus puissante que ce sont des femmes, en fait, qui m'empêchaient de parler, qui m'empêchaient de m'exprimer, alors qu'elles courent les plateaux télé pour dire à quel point elles sont des féministes. Et à la fin, par leur vote, au-delà de leur attitude, elles ont dit que l'Assemblée nationale considérait qu'on pouvait donc avoir été condamné pour avoir frappé sa femme ou frappé son enfant et que ce n'était pas un problème de devenir un élu de la République. Je pense que c'est profondément un problème. Je pense que quand on fait de la grande cause d'un quinquennat la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui doit être une cause partagée par nous tous, quand on fait de la question de la protection de l'enfance l'un des sujets majeurs de notre société, comment est-ce qu'on peut être crédible collectivement, quel que soit notre parti politique, si on n'est pas capable à un moment de dire qu'on a frappé sa femme, qu'on a frappé son enfant, on n'est pas digne d'être un élu. C'était juste ça la question que je posais, qui a fait qu'à un moment, il y a une émotion qui m'a emportée. J'aurais probablement pas dû. Enfin, à un moment, on est humain, en fait, nous. Et la politique, c'est d'abord ça. Et donc, vous réagissez aussi par rapport à ça. Vous avouez avoir été vous-même victime de violences conjugales. Pourquoi ne pas avoir témoigné plus tôt? Parce que c'est une question très, très intime que vous me posez, en fait. J'ai pas vraiment vocation, en vérité, à vous répondre, parce que chacun fait le parcours qu'il peut faire, le trajet avec ça qu'il peut faire, qu'il a envie ou la possibilité de faire.
Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger une femme. Vous savez, souvent, quand des femmes s'expriment, on les interroge et on les met un peu en accusation en disant mais pourquoi elles n'ont pas parlé plus tôt, pourquoi elles n'ont pas porté plainte plus tôt, pourquoi elles ne l'ont pas fait. Parce que parfois on ne peut pas, parce que parfois on n'y arrive pas, parce que parfois on ne sait pas comment faire. Et c'est la responsabilité des élus que nous sommes de faire en sorte que les femmes se sentent accompagnées et soutenues. Mais elles ne se sentent pas franchement accompagnées et soutenues quand elles se disent que quand l'une d'entre elles parle, au lieu qu'il y ait au moins une forme de silence un peu respectueux, elles se font elles-mêmes insulter et invectiver. Je crois que ce n'est pas une image que notre Assemblée devrait renvoyer au-delà de toutes les appartenances politiques. Merci beaucoup Aurore Bergé d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. Bon rendez-vous avec Emmanuel Macron, salut-lui de notre part. Merci beaucoup à vous Romain Desarmes pour la suite.